On va animer cette table ronde dont la thématique, c'est résister à la répression. Il serait aussi intéressant qu'on échange sur qu'est-ce que c'est résister et les différentes manières de résister, et puis aussi évidemment qu'est-ce que c'est la répression. Et donc Jean-François Caramel est excusé. Et on va commencer par un premier échange où chacun finalement va se présenter et puis présenter d'où il parle et ce qu'il a subi. Moi je m'appelle Saskia Toudin, je suis professeure de sociologie à l'université Paris-Nanterre. Donc je suis là pour animer cette table ronde. Euh, Personnellement, j'avais été convoquée parce que j'avais invité des identitaires noirs, ce qui m'a amené à changer de discipline et d'université, mais on pourra en discuter. Donc, mais c'est pas pour ça que je suis là. Par contre, c'est aussi pour ça peut-être. Et je pense que quand on a vécu quelque chose, même de façon tout à fait anecdotique par rapport à ce que vous avez subi, euh, il y a une lumière, il y a quelque chose qui s'allume en fait, une alerte en fait, et qui permet aussi d'être sensibilisé. Euh, à ce qui se passe ailleurs. Et je pense que malheureusement, hein, c'est aussi parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé que on se rencontre, hein, on se renseigne sur ce qui se passe, ce qui arrive et ce que subissent les autres. Et je pense que c'est important aussi d'en parler autour de vous avec vos collègues qui ont des fois vécu des micro-choses, mais s'ils arrivent à les connecter à un système plus global comme ça vient d'être expliqué et démontré hier et ce matin, c'est important. Donc on va commencer par Nora Galland, qui est donc à terre à l'Université de Bretagne occidentale. On va te présenter comme ça de façon pour commencer avant de continuer de comprendre ce qui t'est arrivé. Hélène Carrey, qui est professeure des écoles et qui est membre du collectif des réprimés d'éducation nationale. Et William Roger, qui est secrétaire académique CGT Éducation 59-62. Donc on va commencer par Nora. Donc l'idée, c'est en quelques minutes que chacun nous restitue un petit peu ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, c'est-à-dire la question de la répression. Et puis ensuite, on va enchaîner aussi sur la question, évidemment, de la résilience d'un point de vue personnel et collectif, mais tous ensemble, comment on peut faire pour aller plus loin. Merci. Est-ce que ça fonctionne Tu colles ton micro Là, c'est bon? Ah bah non, bah, tiens, bon. Tiens, peut-être qu'il n'est pas allumé. Vas-y, oui. prends celui-là, je vais allumer ce si tu veux. Ok. Non. Vas-y, Bon. colle ton micro, comme ça. Là, c'est bon? Tiens, c'est pas le bon micro. Donne-moi l'autre, je vais... Merci. Alors, moi, en 2023-2024, j'ai été recrutée comme maîtresse de conférence stagiaire en littérature britannique à l'Université Côte d'Azur de Nice. Et j'ai fait mon année de stage et c'est suite à cette année de stage, à la fin de mon stage, qu'au lieu de recevoir une titularisation, j'ai été licenciée. Et parmi les raisons qui ont justifié cette décision, le motif principal reste des relations conflictuelles avec des collègues après un signalement de propos islamophobes tenu par une collègue enseignante. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous offrir mon témoignage sur le racisme à l'université et plus précisément ma perspective, celle d'une jeune chercheuse qui a été évincée pour avoir dénoncé l'islamophobie dans l'enseignement supérieur. Et je prends la parole en tant que témoin d'un racisme profondément enraciné dans les institutions françaises qui prétendent pourtant incarner des valeurs universelles d'égalité, de liberté et aussi de neutralité. On en a parlé un petit peu avant. Donc mon licenciement de l'Université Côte d'Azur à la suite du signalement de propos islamophobes qui ont été tenus à l'encontre d'étudiantes musulmanes portant le hijab n'est pas un incident isolé. Et ça relève plutôt d'un problème plus large et systémique au sein du monde universitaire et de la société française. Et dans le contexte français, les libertés académiques ne sont pas menacées uniquement par l'ingérence politique directe ou la censure étatique, mais aussi par des logiques institutionnelles internes où la dénonciation du racisme expose les chercheurs et les chercheuses à des sanctions. Autrement dit, la liberté d'enseigner, de chercher et de prendre la parole est fragilisée lorsqu'elle s'exerce contre les idéologies dominantes ou qu'elle s'attaque aux hiérarchies raciales qui structurent encore l'université.
Et cette situation met en évidence une contradiction fondamentale. Alors que les libertés académiques sont censées garantir l'indépendance intellectuelle, elles deviennent conditionnelles lorsqu'elles heurtent les sensibilités majoritaires ou contestent les privilèges institutionnels. Et en ce sens, mon cas démontre que la défense des libertés académiques ne peut être dissociée de la lutte contre le racisme systémique. Car ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement la protection d'un individu, mais la possibilité même de produire des savoirs critiques, de transmettre des perspectives minorées et de permettre à l'université de rester un lieu de débat critique plutôt qu'un espace de normalisation idéologique. Et j'aimerais dire quelques mots aujourd'hui sur le féminisme dit universaliste, majoritaire en France, qui confond l'islam avec la misogynie, refuse aux femmes musulmanes le droit d'exister comme féministes et sert de vecteur à une oppression islamophobe sous couvert d'émancipation. Et l'une des formes les plus insidieuses de racisme, se présentant comme progressiste aujourd'hui, est ce féminisme islamophobe. Et le féminisme français majoritaire, dominant, s'est longtemps enorgueilli de ses principes universalistes, laïques, mais en pratique, cela s'est souvent traduit par le contrôle des corps et des croyances des femmes racisées, en particulier des femmes musulmanes et des femmes d'origine maghrébine. Et cette obsession française pour le voile, conçu comme un symbole systémique d'oppression, est devenue un pilier idéologique de nombreux mouvements dits féministes en France. Et plutôt que de dialoguer avec les féministes musulmanes ou de reconnaître le pouvoir d'action des femmes qui portent le voile, le féminisme dit universaliste français postule qu'islam rime nécessairement avec oppression et que les femmes musulmanes doivent être libérées, qu'elles y consentent ou non. Et cette logique n'a évidemment rien de féministe, elle révèle un contrôle néocolonial, une version actualisée de la mission civilisatrice qui a longtemps justifié la violence coloniale. Et évidemment, la laïcité, ça a été évoqué un peu plus tôt, en France ne fonctionne pas comme un cadre neutre, mais comme une arme politique destinée à réguler la présence des femmes musulmanes dans l'espace public. Et l'obsession de l'État français pour les codes vestimentaires des femmes musulmanes s'inscrit dans une longue histoire coloniale où l'on prétend sauver les femmes musulmanes de leur propre culture sans jamais s'attaquer aux inégalités matérielles qu'elles subissent. Et c'est exactement ce que décrit la chercheuse Sarah Faris dans son ouvrage In the Name of Women's Rights, qu'elle a publié en 2017, où elle désigne ce phénomène, ce féminisme particulier, sous le terme de fémonationalisme, qui décrit la manière dont les États occidentaux, des partis d'extrême droite et certains courants féministes vont instrumentaliser l'égalité de genre pour justifier des politiques racistes. Si les structures institutionnelles perpétuent souvent le racisme systémique, l'islamophobie et des définitions excluantes du féminisme, il faut aussi reconnaître la force de la communauté et de la pédagogie comme espace de résistance. L'éducation n'est jamais neutre, elle renforce soit des structures de pouvoir existantes, soit elle les remet en cause. Et comme le rappelle Bell Hooks dans son ouvrage Teaching to Transgress, la salle de classe demeure l'espace le plus radical de possibilités dans l'université. Et c'est ce potentiel radical qui explique pourquoi les institutions cherchent à faire taire celles et ceux qui contestent les idéologies dominantes. Est-ce Oui, j'ai encore un petit peu de temps? un petit peu. Bah, c'est-à-dire que si tu veux un deuxième moment, qu'on Alors, fasse un deuxième tour, là, l'idée, d'accord. c'est un peu Je vais terminer en quelques mots. S'il y a une leçon, on me demande souvent si je referais ce que j'ai fait à l'Université Côte d'Azur en sachant ce qui m'est arrivé et quelle leçon est-ce que je peux tirer de mon licenciement. Je pense que je referai la même chose, mais différemment. Et comme ça a été encore une fois évoqué plus tôt, je m'entourerai d'un collectif plutôt qu'agir individuellement.
C'est vraiment, je le pense, la résistance, elle ne peut pas se maintenir dans l'isolement. Et les structures du racisme universitaire et institutionnel et de l'islamophobie sont précisément conçues pour isoler les voix dissidentes, afin que nos expériences paraissent individuelles plutôt que systémiques. Et c'est pour ça que la communauté est vraiment essentielle. Et par la pédagogie, par la communauté, on résiste. Et par la construction collective de savoir, on lutte contre des récits qui cherchent à définir qui a le droit d'appartenir à l'université et qui doit en être exclu. Et si on veut un avenir dans lequel, notamment, les femmes racisées et musulmanes ne soient pas simplement tolérées, dans le milieu universitaire, mais reconnues pleinement comme des actrices intellectuelles et politiques, nous devons nous engager à transformer non seulement nos salles de classe, mais aussi les structures mêmes qui définissent quels savoirs, sont valorisés et qui, a le droit de les produire. Merci. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis membre du collectif Sois prof et tais-toi, qui est devenu le collectif des réprimés de l'éducation nationale, parce qu'il n'y a pas que des profs dans ce collectif à présent. Et autre chose importante à savoir, y compris du point de vue d'où je parle, mais aussi dans ma répression, je suis militante à Sud Éducation 93 et aussi militante de l'ICEM Pédagogie Freinet, donc je suis enseignante en pédagogie Freinet. Pendant de nombreuses années, j'ai été dans une école à Bobigny, dans 93, l'école Marie Curie, qui était une école un peu emblématique, où on fonctionnait beaucoup, quasiment toute l'équipe en pédagogie Freinet, avec une directrice aussi, Véronique Decker, qui est pareil, a écrit plusieurs ouvrages, etc., et un peu emblématique, et était médiatisée. Ça avait de l'importance parce qu'elle servait de bouclier, en fait, face aux attaques de l'inspection pendant de nombreuses années. On ne s'en est pas rendu compte. Et en 2019, elle est partie à la retraite. Et donc, on nous a mis une nouvelle directrice, et cette nouvelle directrice était là pour remettre l'école au pas, et donc casser le collectif qui avait été créé. Faut pas se mentir, ce collectif, il était déjà un peu émietté, parce que de plus en plus, les collègues qui arrivaient dans cette école, c'était une école qui n'était pas labellisée ou quoi que ce soit, donc c'était n'importe qui au mouvement qui venait. Et c'était des collègues de moins en moins politisés, qui adhéraient plus ou moins à nos pratiques, qui faisaient des conseils de classe, des conseils d'école, etc. Mais ils ne mettaient pas forcément derrière ce qu'on met voilà, quand on est militant à l'ICEM. Mais voilà, c'était une école qui fonctionnait, on continuait de résister à ne pas écrire le LSU, donc, qui est le livret en ligne, les évaluations nationales, etc. Donc on a cette nouvelle directrice qui arrive, et donc là, on comprend qu'il va falloir lutter. Sur certaines choses, on lâche. Par exemple, on va faire le LSU. On va se dire ça, c'est pas grave. On va le mettre de côté. Sur le fonctionnement de l'école, avec aussi les élèves qui pouvaient se déplacer librement, etc. Ça, on a décidé de lutter un peu plus. On a eu une inspection d'école. Moi, je devais être inspectée, j'ai refusé l'inspection. Le ton commençait à monter avec l'inspectrice aussi. On m'a interdit d'avoir un CP, puisque je ne faisais pas passer les évaluations nationales. Donc, en 1 an et demi, en gros, voilà, tout s'est enchaîné comme ça, jusqu'à voilà, le moment où on allait vraiment faire exploser le collectif, c'est-à-dire me muter dans l'intérêt du service, puisque, selon eux, j'étais la personne qui... alors, j'étais le disciple de Véronique Decker, ça m'a été dit mot pour mot. Et ensuite, j'étais la personne... à l'époque, j'avais une décharge syndicale, donc c'est vrai que les collègues venaient souvent me poser des questions, et j'étais un peu centrale dans l'école à ce niveau-là. Mais c'est plus une illusion qu'eux avaient. Donc, au mois de février 2021, j'ai reçu une lettre qui me disait que j'allais être mutée dans l'intérêt du service et qu'il fallait que j'aille consulter mon dossier. Je l'ai reçu peu de temps avant les vacances d'hiver. Donc, le mercredi avant les vacances, je suis allée consulter mon dossier. Il y avait plutôt une grosse mobilisation. Les parents aussi étaient mobilisés. L'intersyndicale, ou presque, était aussi présent avec moi. J'ai consulté dans mon dossier. Dans mon dossier, c'était beaucoup d'éléments sur ma pratique syndicale. C'était des mails, c'était tout mis au hasard. Enfin, c'est un dossier administratif qui a été bourré un peu à la va-vite. Les pièces n'étaient pas numérotées, etc. Le vendredi, je ne savais toujours pas ce qui allait se passer, donc je suis partie en vacances. J'ai dit au revoir à mes élèves. Mes élèves qui étaient au courant de tout ce qui allait se passer m'ont demandé s'ils allaient me revoir à la rentrée. Je leur ai dit, on va faire en sorte que oui. Le vendredi, les syndicats aussi sont reçus par le DAZEN. Moi, j'avais toujours été reçue par personne. En fait, j'ai jamais eu de discussion avec qui que ce soit au-dessus.
Les syndicats sont reçus par le DAZEN le vendredi et le DAZEN dit: «Il n'y a pas de souci avec la pédagogie de madame Careil, et je la recevrai au retour des vacances pour lui expliquer tout ça». Il n'a pas attendu de me recevoir parce que dès le lundi, je recevais, par recommandé la lettre d'affectation dans ma nouvelle école et donc je suis allée chercher mes affaires pendant les vacances d'hiver et j'ai plus jamais remis les pieds et ni dit au revoir à mes élèves. J'ai été mutée dans une école à Aubervilliers où j'ai été très bien reçue. J'ai pas eu trop de difficultés à me reconstruire, professionnellement. Après, on pourra en reparler, comme Akai a dit aussi, que c'est beaucoup plus compliqué pour d'autres collègues. Donc comme je disais dans mon dossier, donc j'étais déchargée syndicale. Dans mon dossier, c'était vraiment des accusations. On était dans la période du Covid, donc voilà des mails que j'avais pu écrire et cetera pour protéger les collègues par rapport au Covid, les masques n'étaient pas portés, enfin tout ça. Ensuite, je suis allée au tribunal administratif. J'ai gagné au tribunal administratif, mais le ministère, bien sûr, a fait appel. Et ce qui était intéressant, c'est que dans le dossier du ministère, dans toutes les nouvelles pièces qu'ils ont apportées à mon dossier pour gagner à la cour d'appel, c'était par contre toute ma pédagogie qui était remise en cause. Les lettres qu'ils avaient réussi à fournir 2 ans après, puisque j'avais gagné au TA 2 ans après, donc voilà, ça prend toujours beaucoup de temps. Et là, par contre, c'était clairement ma pédagogie qui était visée, la pédagogie Freinet. Par ailleurs, au moment où ça montait avec l'inspectrice, elle m'avait dit que quand j'avais refusé de faire les évaluations nationales de CP, elle m'avait dit que mes combats étaient d'une autre époque, que Freinet était mort, enfin voilà, c'était à longueur de temps que j'entendais ça. Cette répression, elle est à 3 niveaux. Elle est au niveau de la directrice qui, bon, a tout fait pour nous détruire, quoi, le collectif. Mais bon, ça, je vais pas trop m'y arrêter. C'est donc une inspectrice qui a voulu vraiment, clairement casser ce collectif et c'est vraiment, pour moi, de la pure vengeance de 20 ans de désobéissance dans cette école, à toutes les instructions qui avaient eu lieu. La directrice avait refusé bas élèves et cetera, enfin voilà. Et en fait, dès qu'elle est partie, ça a été mais vraiment l'inspectrice a changé de comportement totalement. Et c'est aussi donc à l'échelon de la direction académique, parce qu'on aurait pu se dire que l'inspectrice, elle était dans son délire de vengeance, mais si ça a été accepté au-dessus, jusqu'au rectorat et au ministère, c'est qu'il y a bien une raison. Et moi, là, ce que j'analyse, c'est plus par rapport là à mon syndicat, celui d'éducation 93. On était au moment où Blanquer portait plainte contre le syndicat à propos de nos stages sur l'antiracisme et où les républicains. Donc, la plainte de Blanquer a été classée sans suite, mais il y a des députés, les républicains, qui avaient aussi porté plainte parce qu'il y avait des temps en non-mixité sur ces stages. Et donc, on était dans la ligne de mire de toute façon du ministère. Et je pense que le DAZEN, il s'est dit, je serai couvert quoi qu'il arrive, c'est contre d'éducation, je suis assez tranquille. La question du lien politique et de la droite et l'extrême droite aussi, et la répression qu'on peut subir, en tout cas dans l'école primaire, mais ça rejoint partout, là je parle plus du coup de l'école primaire. 1 an après, il y a 6 camarades d'une école à Saint-Denis aussi qui ont été mutés dans l'intérêt du service. Ces camarades, ils avaient eu le droit, eux, à un article dans l'Incorrect. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un journal entre guillemets d'extrême droite. Et dans ce journal, c'était écrit, le journaliste parlait donc de profs islamo-gauchistes dans cette école, avait donné les noms des collègues, accusait les collègues de ne pas donner les masques bleus aux garçons et de ne pas donner les masques roses aux filles. Enfin, c'est plein d'exemples, c'était des fumeurs de joints sur le parking. À l'intérieur aussi, dans l'article, il disait que Sud Éducation 93, c'était le Black Bloc de l'éducation nationale et qu'on était des terroristes. Et en fait, ça aurait pu en rester là. On a en plainte, il y a encore la plainte contre l'Incorrect qui n'est pas encore tout à fait traitée, puisqu'on a perdu et du coup, on est en appel avec eux. Mais ça a été repris en fait par l'enquête administrative contre ses collègues. C'est-à-dire que les mêmes termes qui étaient dans le journal de l'Incorrect étaient dans l'enquête administrative qui a eu lieu après sur cette école et qui a amené la mutation des 6 collègues. Et c'est ça qui est le plus inquiétant. Voilà, après on parlera de comment oui, ça reste un peu abrupt. Non, mais tu peux. Il te reste encore une petite minute pour. Enfin, voilà, c'est vraiment pour poser. Donc, c'était le même. C'était les mêmes mots en fait dans l'enquête administrative. Ses collègues, justement, j'en parle souvent parce qu'ils prennent très peu la parole. En fait, ils sont appelés les 6 de passeur parce que ils n'ont pas voulu se médiatiser. Leur nom, voilà, n'est jamais sorti. Ils étaient à la fois syndicats Sud Éducation et au SNUPP. Par ailleurs, le DAZEN, quand il s'est rendu compte qu'il y avait des enseignants au SNUPP, il pensait qu'ils étaient tous à Sud Éducation. Ils étaient un peu embêtés. Mais ça, c'est anecdotique. Mais comme quoi, il y avait vraiment une envie contre Sud Éducation. Et depuis, en fait, ses collègues, il y en a certains et certaines qui n'ont pas repris le travail, qui ont muté ailleurs et ils ont tout perdu, eux. Enfin, ils ont perdu au tribunal administratif, ils ont perdu les différents référés, comme Kaya expliquait. Là, ils ont perdu avec la plainte contre l'Incorrect, donc voilà, c'est un peu compliqué pour eux et elles.
Merci beaucoup pour ce premier tour. Bonjour, donc William Roger. Alors, d'où je parle, donc, moi je suis enseignant au lycée professionnel, mais je suis ici en tant que secrétaire académique de l'Académie de Lille, donc de la CGT Éduc, CGT Éducation. C'est finalement un poste d'observation, si je puis dire, qui nous plonge au cœur de notre sujet, puisque je dirais dans notre quotidien, on est amené, je suis amené, et depuis des années, c'est déjà un moment que je suis à cette fonction syndicale, à recevoir des collègues qui sont confrontés à des répressions, alors que ce soit les petites ou les grandes. Je dirais les petites, c'est bien évidemment l'autoritarisme des chefs. Hein. Tout à l'heure, c'était dit que la, la répression commençait par la caporalisation dans les établissements. On est tout à fait dans ce cas-là, quoi. La première bagarre contre la répression, c'est la bagarre contre l'autoritarisme. Et ceux qui refusent de se taire, finalement, enclenchent le début de la répression. Je dirais ça, c'est les plus petites répressions. Et après, les plus grosses, évidemment, c'est les convocations au rectorat ou auprès de la DSDVN. Et ça s'accélère, je dirais. On n'arrête pas. Hein. Moi, à titre d'exemple, là, on est quoi? Ça fait à peine 20 jours qu'on est rentré. J'en suis déjà à 2 accompagnements de collègues convoqués auprès de la DRH, la direction des ressources humaines de l'Académie, avec toujours en adjoint un responsable du cabinet du service des affaires juridiques. Généralement, quand on voit la convocation qu'il y aura la présence des affaires juridiques, on sait que ça va se terminer soit par une suspension immédiate, soit par l'annonce d'ouverture d'une enquête sans suspension. Là, dans le premier cas, c'était une suspension immédiate. Imaginez, hein, on ne sait pas trop, la personne, il n'y a aucun motif. Elle arrive, on lui annonce des choses, et paf, sur le coup, suspension immédiate. Bon, en l'occurrence, elle est partie à l'hôpital. Juste après, état de choc. Bon, j'en ai déjà eu 2 là, comme ça en 20 jours. Et je ne suis qu'un des syndicats. Il y a plusieurs syndicats, évidemment, dans l'éducation nationale qui sont tous confrontés à la même chose, quoi. Ça tire à boulet rouge, si je puis dire, et ça a y compris des effets pervers. C'est-à-dire qu'y compris dans notre activité d'organisation syndicale, on aimerait consacrer plus de temps à l'organisation des luttes. C'est d'abord et avant tout ça, l'outil syndical. Et les luttes, en ce moment, il y en a quelques-unes quand même, si je puis dire. Et puis en fait, souvent, on se retrouve à faire un travail d'accompagnement et de représentation, confronté par la multiplicité des attaques individuelles, mais ces attaques individuelles font du collectif. On a du mal à faire du collectif sur de ça, et je suis très heureux de ces échanges aujourd'hui. Et de découvrir d'ailleurs, je dois le dire, le collectif des réprimés de l'éducation nationale, ce qui manque de transmission de l'information, y compris dans nos organisations syndicales. Moi, en tant que responsable régional académique de la CGT Éducation, j'ignorais l'existence de ce collectif. Il va falloir qu'on améliore ça, parce que, y compris peut-être qu'on pourrait rajouter des collègues dans le lot. Et voilà ce que je veux dire par rapport à ça. Alors, c'est vrai qu'il y a nécessité, puisque là, le thème de notre table ronde, là, à ce moment-là de cet instant, c'est lutter contre la répression, comment on s'y prend en quelque sorte. Je dirais c'est multiforme, en vérité, et on luttera d'autant plus facilement, d'autant mieux contre les grosses répressions quand on commence à lutter contre les petites, déjà. Première remarque. C'est-à-dire qu'on est dans une institution où il ne faut rien laisser passer, si je puis dire. Ça commence toujours par le sempiternel, l'injonction au devoir de réserve. Moi, je ne sais pas c'est quoi le devoir de réserve. Je rappelle que dans la fonction publique, le devoir de réserve en tant que tel n'existe pas. C'est un mythe. C'est un mythe, mais c'est un tel mythe que tout le monde croit qu'il y a un devoir de réserve. Et nos collègues sont persuadés qu'il y a un devoir de réserve. Et qu'il ne faut pas trop en dire, il faut se taire, il faut avoir une attitude. Alors, il y a aussi un devoir d'exemplarité, nous dit-on. Une partie des collègues qu'on connaît un âme défense, et parfois, on leur reproche strictement rien dans le cadre de l'éducation nationale,
mais ils ont eu des affaires en dehors de l'éducation nationale, y compris le dernier, je ne peux pas, une histoire d'accident de la circulation qui a eu des conséquences, etc. Bon, alors peut-être qu'il... Voilà, on lui reproche ça, parce que son attitude, bon, peut-être qu'il s'est mal comporté au moment de cet incident. Il y a quelques éléments objectifs, mais on en vient à lui faire des reproches, y compris, et sur le plan de l'éducation nationale. On en est là, hein, c'est-à-dire qu'ils appellent ça le devoir d'exemplarité. Le fonctionnaire doit avoir un devoir d'exemplarité à tout moment et à tout instant. Donc, voilà, c'est aussi évidemment utiliser nos droits et utiliser, comment dire, non, j'en parlerai peut-être plus en détail après, mais simplement, c'est aussi lutter, peut-être, je vais vous dire dans un premier temps, contre le pas de vague. Je recherchais l'expression, vous vous rappelez le hashtag pas de vague qui était né à la rentrée 2018, si ma mémoire est bonne, qui a été beaucoup utilisé à ce moment-là, mais qui était révélateur d'un mal-être dans l'éducation nationale, et était révélateur tout simplement de cette habitude qui est on se tait, on ne dénonce pas, on ne dit rien. C'est la conspiration du silence, quoi. La grande muette, aujourd'hui, c'est l'éducation nationale, en quelque sorte. Et ça, c'est terrible parce que ça amène à des situations difficiles, à la fois pour ceux qui vivent les situations, hein, des situations d'ailleurs de médicalisation, parce que ça conduit à de la souffrance au travail et à des burn-out, etc. Ça conduit aussi à de la répression. Je donne juste un exemple peut-être pour cette première prise de parole sur le thème. Alors c'est une histoire ancienne, comme quoi c'est pas nouveau. Je crois que c'était dans les années 2014-2015. On était intervenu syndicalement à la demande de collègues à Lille, dans une école primaire, l'école Wagner, pour ne pas la citer, à Lille Sud, qui, pour cause de travaux, avait dû déménager momentanément pendant 2 ans. L'école était hébergée dans l'ancien collège Madame de Staël, pour les Lillois qui connaissent, qui est le collège qui avait fermé. Et en fait, le lieu n'était pas du tout adapté pour une école. Pas du tout adapté, c'est-à-dire qu'ils étaient dans une école, dans un collège, qui était en décrépitude. Donc il y a un bout de préau qui est tombé. Il y a eu un départ d'incendie à un moment donné avec des néons qui étaient usagés, enfin, toutes ces autres choses. Donc les collègues ont fait droit de retrait, enfin, demande d'intervention, etc., etc. Auprès de la mairie qui avait une part de responsabilité, ici aussi auprès de la DSDN, et puis la CGT est intervenue bien évidemment en saisissant des autorités compétentes, en commençant par écrire les choses. Et puis comme ça ne bougeait pas, bon, on a fini par faire en sorte que les collègues se mobilisent, les aider à se mobiliser. Et puis ça a été la répression tout de suite par le DAZN de l'époque, qui n'a pas aimé qu'il était pointé du doigt, y compris pour son refus de faire, voire sa volonté de menacer les collègues qui avaient eu le tort d'exercer un droit de retrait, puisqu'il les avait menacés, y compris il a suscité des oppositions dans l'équipe, il a même suscité une pétition de certains collègues contre d'autres en disant que c'était la CGT qui était venue donner la mauvaise graine ou la mauvaise idée, qui avait simplement donné, qui avait expliqué aux collègues quels étaient les outils dont on pouvait s'emparer et se saisir, et notamment le CHSCT à l'époque, bon, ça a changé de nom aujourd'hui, mais qu'il fallait saisir, faire passer le CHSCT pour constater, alors il y avait aussi l'amiante, hein, il y avait la totale dans cette situation. Et donc, nous, on a saisi la presse plusieurs fois, on a fait plusieurs communiqués de presse en suivant, alors ça n'a pas plu, le fait que, voilà, on informait les médias d'une situation qui nécessitait une intervention urgente. Il y avait danger, pour le coup, grave et imminent. Parce que, il y a y compris à un moment donné, ils faisaient des travaux pendant qu'ils étaient dans l'école. Hein. Enfin, bon, c'est une histoire hallucinante, y compris une fois, il y a des collègues qui faisaient cours, et juste à côté, la perceuse y travaillait, donc une partie du tableau est tombée, quoi, parce qu'il était dans la pièce d'à côté. Bon, enfin, ça s'est terminé comment cette affaire-là? Ça s'est terminé par une convocation au commissariat de la responsable CGT du pôle premier degré, puisque non, c'était le secteur du premier degré, qui a été convoqué au commissariat
avec lettre reçue, la convocation reçue à l'entrée du syndicat. Alors, à l'époque, j'étais secrétaire général du syndicat départemental, c'était moi le secrétaire général, je n'ai jamais compris pourquoi c'est pas moi qui étais convoqué, mais c'était elle qui avait été identifiée, bon, c'est elle qui avait parlé à la presse, etc. Simplement pour dire qu'on avait nui à la réputation de l'éducation nationale et à son honneur, quoi. C'était une plainte personnelle de l'inspecteur, hein. C'était une plainte personnelle au commissariat. Bon, on a répondu par la mobilisation. On a répondu par la mobilisation. Là, en interprofessionnel, je le dis tout de suite, hein, parce que c'est aussi un élément de réponse, comment on réagit. On ne réagit pas en restant uniquement les personnels du secteur concerné. C'est élargi parce que les répressions qu'on explique ici, d'autres secteurs professionnels, bien évidemment, les vivent. Donc, en utilisant le réseau de la CGT, mobilisation devant le commissariat, qui était assez forte pour défendre la collègue, puis mobilisation devant le rectorat pour demander, cette fois-ci, les entretiens qu'ils avaient refusés, parce qu'on avait demandé 2 entretiens au rectorat avant, bien évidemment, par courrier, ils n'avaient rien à faire. Là, face à une mobilisation, ils nous ont reçus. Comme quoi, c'est aussi quand il y a un petit peu de monde qui est nombreux, qui est mobilisé, qui se sentent obligés enfin d'entendre ce qu'on avait écrit. Alors, il fallait le faire. Mais vous voyez que c'est toujours la même chose, hein. On n'a pas des fois écrire du courrier, envoyer à la presse. Mais bon, c'est un courrier qui est classé sans suite, qui est mis dans la pile. Il n'y a rien de tel que la mobilisation, au fond. Merci. Donc là, l'idée, c'est à partir des exemples qui ont été donnés, et ce que vous avez, qu'on travaille, en fait, qu'on échange sur les questions de, justement, c'est quoi résister et comment on résiste. Et j'étais très émue, Hélène, quand j'ai entendu. En fait, je n'avais pas fait le lien, mais j'ai vraiment bien connu Véronique Decker en tant que parent d'élève du ministère des Bonnets d'Âne. Et puis, on avait travaillé ensemble. Il faut savoir que Véronique Decker a fait trembler des statistiques de scolarisation des enfants roms. C'est des gens qui font des enquêtes statistiques sur des décennies, sur les non-scolarisations, etc. En fait, on voit en fait les effets de cette école sur la scolarisation. Voilà. Donc, ce qui n'est pas... c'est un collègue, hein, qui m'a expliqué ça. Donc, Et elle a, pendant des années aussi, travaillé sur plein d'aspects, mais justement, moi, je la connaissais, pas forcément en tant que directrice d'école, mais plutôt dans des collectifs sur ces questions-là, des luttes pour les bidonvilles. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a fait ce petit travail-là pendant des années et qui a demandé une mutation qui lui a été refusée aussi pendant des années et des années. Je voulais revenir là-dessus parce que, en fait, l'idée, peut-être, c'est que chacun vous reveniez sur comment dire, un répertoire de résistance ou d'action que vous avez évoqué. Et puis, il y a des questions qui se posent, mobilisation, pas mobilisation. Il y a des moments où, par exemple, sur la question des scolarisation des enfants des bidonvilles, il y a eu plein de collectifs, etc. Mais il y a des enjeux qui ne sont pas les mêmes. Ce qu'on choisit de mettre en avant ou pas, le collectif des 6, par ailleurs, je suis dionysienne, donc pourquoi ils ont choisi, quels sont les enjeux, comment on décide collectivement de médiatiser, c'est quoi le plus efficace, en fait. Et aussi, dans cette question de l'efficacité, de comment est-ce qu'on s'organise, il y a aussi comment est-ce qu'on s'organise avec les personnes les premières concernées par nos métiers, c'est-à-dire les étudiants, les parents d'élèves et les élèves, etc. Euh, et en tout cas, pour Saint-Denis, je sais qu'un certain nombre il y a des discussions qui se font sur ces questions avec les parents d'élèves, avec les élèves. Voilà. Donc, juste la question du répertoire d'action et puis ensuite ouvrir, comment on résiste, ouvrir aussi à l'ensemble de la salle et qu'on puisse peut-être se dire, bah voilà, voilà comment on a fait, voilà ce qui existe, voilà ce qui est possible. Parce que la mobilisation, elle peut être aussi... il peut y avoir une mobilisation, mais est-ce que c'est important? Est-ce qu'il faut la médiatiser ou pas? Qu'est-ce qui compte et à quel moment c'est important? Quelles échelles comment on fait en fait? Voilà. Comment faire? Donc je vous laisse pour ce deuxième tour de table. Et puis l'idée, c'est qu'on puisse garder en fait surtout du temps pour échanger sur cette question-là. Merci. Donc, moi, ce que j'ai fait suite au licenciement, c'est de chercher des soutiens au sein du département d'anglais. Sur la trentaine de collègues, seulement 2 ont accepté d'écrire un témoignage pour mon dossier. Donc, je me suis quand même sentie assez isolée et ça a été très, très dur les mois qui ont suivi.
Et ce qui m'a permis vraiment de remonter la pente, c'est de chercher des soutiens ailleurs, en dehors de mon université. C'est comme ça aussi que j'ai connu la CALAP, qui m'a été d'une très très grande aide et d'un très grand soutien. J'ai surtout aussi décidé de porter plainte, de déposer un recours au tribunal administratif. Et j'ai pris cette décision parce que même si sur le moment il y avait beaucoup de doutes, beaucoup de remises en question, j'estime que j'ai rien fait de mal. On en parlait tout à l'heure avec Kai sur l'idée de bien faire, mal faire et d'être puni pour quelque chose qu'on a, enfin pour pas quelque chose qu'on a fait de mal. J'ai décidé, voilà, de déposer un recours au tribunal administratif et de ne plus rester isolée, de chercher des soutiens ailleurs, auprès d'associations. Et j'ai essayé de faire de mon témoignage de pas, comment dire? De pas faire en sorte que l'université arrive à m'isoler et à laisser l'université fonctionner comme un appareil disciplinaire et presque policier, où l'autorité administrative se substitue au débat critique et où la contestation est pénalisée. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, si c'était à refaire, je referais la même chose. Mais au sein d'un collectif solidaire, puisqu'évidemment, on ne peut pas lutter face à des problématiques systémiques de façon individuelle. Ça ne marche pas. Je pense que c'est important, par l'action collective, de transformer ce qui est présenté comme un simple conflit personnel en un problème politique. Résister, c'est pas simplement se défendre, mais c'est refuser le cadrage imposé par l'institution et à politiser l'expérience vécue et à faire émerger des solidarités capables de fissurer l'ordre établi. Je pense qu'en parlant de collectif, c'est important de s'organiser à 3 niveaux. Déjà au niveau individuel, c'est-à-dire de ne pas rester silencieux, de ne pas se taire, de documenter, de témoigner, d'oser. Au niveau collectif, c'est d'agir en réseau, de mutualiser les forces. Et puis structurel, c'est d'attaquer concrètement l'institution sur son terrain symbolique, donc juridique et politique. Et, mmh et résister à la répression, c'est aussi transformer, comme je disais, des expériences de violence institutionnelle en un combat vraiment collectif et politique. Et ce que je voulais dire pour terminer, c'est que résister, c'est dénoncer, se protéger, inventer des formes nouvelles de solidarité capables de fissurer ces logiques institutionnelles de domination. Et j'aimerais terminer en remerciant très chaleureusement la CALAP pour tout ce qu'ils ont fait pour m'aider à remonter la pente. Et je leur en suis très reconnaissante. Voilà. Je suis complètement d'accord sur le côté collectif et politique. Moi, je me suis toujours dit, c'est pas Hélène Carré qui a été attaquée, en fait, c'est ce que je représentais, c'est ce que ma pratique, c'est mon militantisme syndical, etc. Mais en fait, la peur qu'ils veulent créer, ça fonctionne. Après, moi, quand je tourne dans les écoles, enfin là, ça, voilà, je continue un peu, mais un peu moins, parce que j'ai plus de décharge syndicale, mais les collègues vont me dire: «Ah oui, mais toi, il t'est arrivé ça, alors moi, je ferai pas ça». Enfin, et ça met vraiment un climat de peur où on est obligé de dire aux collègues: «Non, mais vous inquiétez pas, il va bien rien vous arriver», ce qu'on n'est pas totalement sûr. Mais en fait, on passe beaucoup de temps à leur dire ça. Pareil, en fait, sur différents points, sur la pédagogie Freinet, donc l'ICEM, l'Institut coopératif de l'école moderne, donc qui est la fédération qui regroupe les enseignants et enseignantes en pédagogie Freinet. On se rend compte qu'il y a beaucoup, beaucoup d'enseignants actuellement qui ont peur de dire qu'ils font de la pédagogie Freinet. Parce que c'est des enseignants et enseignantes qui sont un peu isolés dans une école à la campagne, etc.
Et en fait, ils vont pas le dire. Et je pense que là, il faut que nous, on fasse un gros travail au sein de notre mouvement. Mais on s'élargit aussi, on se rend compte qu'on peut plus lutter. On est 800 adhérents, enfin, on va pas lutter contre l'éducation nationale. On est à l'intérieur de l'éducation nationale, on est reconnu par l'éducation nationale. Donc là, actuellement, avec la politique actuelle, on essaye de se regrouper aussi avec les autres mouvements de l'éducation nouvelle. Donc il y a le GFEN, les CMEA, etc. Donc de plus en plus, voilà, c'est à chaque fois d'élargir le collectif, nos collectifs de travail et de lutte, parce que sinon, tout seul, on s'en sort pas. Ce mouvement-là, donc c'est tous ces mouvements d'éducation nouvelle qui sont en train de s'allier les uns entre eux. Donc ça, c'est sous le nom de Convergence. Et en fait, à chaque fois qu'on se rencontre, on essaye aussi. Alors, les syndicats ne viennent pas à Convergence, parce que ce pas des mouvements d'éducation nouvelle, mais on essaye de faire du lien aussi à chaque fois avec les syndicats, parce qu'il n'empêche que sur le terrain, c'est eux qui ont le plus de pouvoir. Et bah, du coup, il y a ce collectif des réprimés de l'éducation nationale qui est né un peu de ces manques qu'il y avait au sein des syndicats, au sein des autres mouvements. Donc, on ne vient pas en fait prendre la place de qui que ce soit, c'est justement notre visée aussi, donc c'est de se soutenir les uns les autres. C'est à chaque fois, en fait, c'est des histoires quand les gens ils viennent au collectif, on prend le temps de les écouter, etc. On se dit souvent, mais c'est une série Netflix, c'est pas possible. Mais en fait, on les croit parce que ça nous est arrivé. Et ensuite, c'est de partager bon, sur nos luttes, etc. Et aussi, pour l'instant, on n'a pas encore trop commencé, mais c'était l'idée aussi d'aller voir les syndicats et de leur dire, voilà, nous, on a cette expertise et on aimerait voilà, discuter avec les différents syndicats de France pour pouvoir travailler avec eux. Sur la place des parents, en fait, les écoles qui sont attaquées, c'est, enfin, en tout cas, dans le premier degré, puisque c'est plus ça que je suis, on est souvent sur des écoles des quartiers populaires. Ils ne s'attaquent pas aux écoles des beaux quartiers de Paris. Bon, on n'est pas trop en pédagogie freinée dans les beaux quartiers de Paris, mais en fait, un peu de partout, c'est des écoles qui sont dans des milieux d'éducation, enfin, en éducation prioritaire. Donc, c'est un travail. On a des parents, là, par exemple, à Saint-Denis, quand les 6 camarades ont été réprimés, les parents ont réussi quand même à créer un énorme collectif. Ils ont loué 2 cars pour aller au tribunal ensemble, etc. Ils ont porté plainte aussi, mais ça n'a pas abouti. Mais c'est aussi voilà, des parents qui ont souvent peur, qui sont éloignés de l'institution. À Marie Curie, nous, ça a été. J'ai des parents qui m'ont soutenu, mais rapidement, en fait, la directrice, elle allait tellement raconter n'importe quoi sur le trottoir devant l'école que je laissais les enfants dans leur urine, que j'avais détourné l'argent de la coopérative. Enfin, voilà, c'était. Du coup, les parents, au bout d'un moment, il y a eu des appels anonymes la nuit envers des parents pour leur dire arrêtez de soutenir Madame Carrel. Enfin, ça a créé un tel climat. C'est pour ça que je vous dis quand. Enfin, j'en dis que de quelques extrêmes, et c'est vraiment à chaque fois des trucs qu'on ne peut même pas s'imaginer. Donc, on a souvent des parents qui ont peur en fait de s'engager et je respecte et c'est pas voilà, ils ont fait ce qu'ils ont pu les parents en voulant nous soutenir. Pareil sur les témoignages, ils vont pas chercher les témoignages. Moi, des témoignages qui étaient dans mon dossier en appel, c'était des témoignages d'AESH et d'agentes qui donc avaient sûrement été commandités puisqu'ils étaient tous écrits de la même façon et ça parlait de ma pédagogie. Donc voilà, c'était un peu, il y avait des termes très pointu sur la pédagogie, mais j'ai pas voulu aller porter plainte contre ces agentes et ces AVSH. En fait, voilà, ils savent aussi comment récupérer les gens et comment faire en sorte de les monter contre nous. Syndicalement aussi, à celui d'éducation 93, on est un peu habitué à la répression malheureusement. Donc j'ai expliqué un peu pourquoi. On a beaucoup de camarades qui sont convoqués aussi sur les atteintes à la laïcité et aux valeurs de la République. C'est très, très. Du coup, on a un peu monté un kit de répression. Ce qui fait que quand on a un appel voilà, d'un camarade qui est convoqué, etc., on sort un peu le truc. Et la médiatisation en fait partie, parce qu'on pense. Après, on discute toujours avec les personnes. Par exemple, avec le recul, que ce soit Kai ou moi, notre nom maintenant il est fiché. Enfin, on tape mon nom et mon prénom sur Google, j'arriverai jamais à enlever. Enfin, j'ai pas réfléchi sur le coup et c'est pas grave, je l'assume totalement. Mais à chaque fois, je demande aux camarades, je leur dis, est-ce que vous voulez que votre nom il soit nommé ou est-ce que vous voulez voilà, que ce soit comme les 6 de Pasteur, les 4 de Mail, etc. Donc c'est souvent des cibles d'où ils viennent. Mais c'est quelque chose à réfléchir. Et pour finir, sur la résistance, je pense que justement, il faut qu'on retourne le truc. Souvent, on rigole entre nous au collectif et on dit qu'on devrait s'appeler soit réprimé, soit en fier. Parce qu'il faut qu'on arrive à retourner le truc. En fait, si on est réprimé, c'est qu'on a fait en fait des choses qui étaient correctes, que ce soit dans notre travail, enfin, Kai a un peu expliqué tout à l'heure, que ce soit sur les valeurs qu'on porte, etc. Et en fait, il faut qu'on lève la tête et qu'on assume. Et voilà, en fait, moi, j'assume pleinement d'avoir été réprimée. Je suis encore en pédagogie freinée.
je continue de boycotter les évaluations nationales. En fait, bon, après, je me dis un peu, il ne peut plus rien m'arriver. Enfin, je suis un peu en roue libre du coup. Mais ce qui fait qu'à un moment donné, en fait, même une mutation, c'est violent, etc. Un blâme, c'est violent, c'est pas agréable sur le moment. Mais en vrai, c'est pas grand-chose quoi, par rapport à tout ce que les valeurs qu'on veut porter pour l'éducation nationale, quoi. Merci beaucoup. Alors, dans le répertoire d'action, l'un des premiers éléments sur lequel je voudrais insister, c'est la défense des droits syndicaux. Ces droits syndicaux ont tendance à être piétinés, bien évidemment, mais il faut les défendre pieds à pied. C'est un point important parce que les droits ne s'usent que lorsqu'on ne s'en sert pas, sur la bonne vieille formule. Je voudrais simplement donner un exemple tout récent. Alors, c'est vrai que pour le coup, ça concerne la question de la Palestine dont on parlera plus tard, mais ça me paraît important de l'indiquer à ce moment-là. Nous, là, au niveau de la CGT Duc, on a lancé une campagne Je suis Gaza. Hein, parce qu'on estime, alors ça a commencé fin juin, à toute fin, qu'on avait pris beaucoup de retard dans le secondaire, où c'est le grand silence, on ne parle peu de ça en fait, hein, y compris les enseignants sont mobilisés en tant que citoyens dans les manifestations du samedi ou d'autres jours, etc., mais en tant que personnel enseignant, et c'est vrai que ce qui a déclenché un peu ça, vous avez tous en tête la répression contre la collègue qui avait été amenée à organiser une minute de silence dans l'académie de Dijon, hein, et qui a été suspendue dans un premier temps. Voilà, et donc ça a amené une réflexion de dire, mais, attendez, on est un peu nous, on ne fait pas assez par rapport à ça, et c'est un scandale. Alors, notre intervention, elle a eu plusieurs volets, j'y reviendrai, mais simplement là, dans l'immédiat, par rapport à mon propos, on a édité tout bonnement des autocollants. Je suis Gaza, avec un drapeau palestinien, avec le logo de la CGT, et puis on diffuse ça, et on fait en sorte que les collègues mettent ça sur leur panneau syndical, sur le panneau syndical, voilà, un peu partout. Et ce qui devait arriver arriva, c'est qu'il y en a qui ont jugé que ce n'était pas normal, et donc des chefs d'établissement qui se sont permis de retirer du panneau syndical ces autocollants. Alors on a un exemple très concret, là, tout récemment à Gaston Berger, à Lille, où le chef d'établissement a retiré l'autocollant. Il a écrit un message mail à la section syndicale, enfin au collègue qui est perçu comme étant le représentant de la CGT dans l'établissement, avec bien sûr copie au recteur, copie au cabinet du recteur et tout ce qui s'ensuit, secrétaire général, etc. C'est-à-dire que voilà, c'était scandaleux, etc. C'était scandaleux, quoi. Donc on a été amené à répondre, et effectivement, là, on touche à une liberté syndicale, parce que ce qu'on a rappelé, nous, dans notre réponse à la rectrice et au chef d'établissement, c'est que un panneau syndical, l'information syndicale qu'on doit mettre sur un panneau syndical, c'est pas simplement des questions économiques et sociales. C'est pas que la lutte pour les gommes et les crayons, quoi. Ça, c'est une vision, c'est la vision que les autres voudraient avoir de l'activité syndicale, mais les textes sont clairs, y compris les textes sont clairs. Et syndical, tout document d'origine syndicale, disent les circulaires d'application des textes sur les droits syndicaux, qui sont les textes de 2014 dans la fonction publique et dans l'éducation nationale, et la circulaire d'application de juillet 2014 est extrêmement claire. Et syndical, tout document d'origine syndicale. C'est-à-dire qu'évidemment, si l'autocollant, il n'y aurait pas eu de logo de la CGT Duc, ils auraient été en droit de le retirer. Si, y compris, ça avait été le logo de l'AFPS, ils auraient été en droit de le retirer, légalement, sur ce plan-là. Et nous, on avait mis le logo de la CGT Éducation parce qu'on savait bien, en connaissant ce droit-là. Et alors, c'est un détail qui a son importance parce que c'est récent, mais on l'avait vu aussi dans d'autres circonstances où des appels où la CGT appelait avec d'autres, parfois des signatures collectives à une mobilisation, une manifestation contre la guerre, etc. etc. Non, ça fait partie. Les militants syndicaux, c'est aussi leur champ d'intervention, ils ont le droit de l'exprimer, donc on l'a défendu tout à fait comme ça. 3 jours après, on a eu la même chose d'une école, hein, c'est un directeur d'école ici à Mont-Saint-Barreul qui a
qui a lui aussi retiré et qui a écrit aussi en copie au Dazen et compagnie. Bon, bah, rebelote, re-réponse. Pour l'instant, on a eu 2 cas. À l'instant T où je parle, peut-être que lundi, on aura un 3e. Et... voilà, ben là, tu verras la réponse. Bon, je pense que la défense des droits, je prends cet exemple-là, mais on sait très bien que souvent, ils sont piétinés. Et il faut vraiment qu'on soit... c'est un élément. Alors, le 2e élément, oui, c'est affirmer publiquement nos valeurs et les combattre sur leur propre terrain aussi, je dirais. Ça, c'est important. Et justement, bah allez, je parle encore de Gaza, décidément. On a sorti une déclaration où on a considéré, une déclaration, je crois que le thème de la déclaration, c'était défendre les valeurs de la République, c'est condamner le génocide à Gaza. Je crois que c'est ça à peu près le titre. Défendre les valeurs de la République. Qu'on a diffusé, qu'on a envoyé à la rectrice, au Dazen, à tous les chefs d'établissement et aux collègues pour qu'ils aussi la diffusent, etc., etc. Parce qu'à un moment donné, il y en a un peu ras-le-bol de ces discours sur la valeur de la République à géométrie variable, très clairement. Les valeurs de la République, c'est aussi ça. Il y a, y compris d'un point de vue pédagogique, des rappels sur la nécessité de faire un devoir de mémoire contre les génocides. Ça fait partie, y compris des instructions officielles. Hein. Je crois qu'il y a une journée dans l'année qui la journée de lutte et de mémoire contre les génocides. Je veux dire, en donné. Et par contre, on n'aurait pas le droit de parler de celui-là, en quelque sorte. Et donc, nous, on est vraiment sur cette orientation-là. Et d'ailleurs, je le dis, hein, là, on va organiser une journée de formation où le thème sera ouvert à tous, hein, syndical, en utilisant les droits syndicaux au congé formation, dont la thématique sera comment défendre les valeurs de la République à l'époque du génocide en Palestine. Enfin, je ne sais pas la formulation exacte, mais vous voyez l'esprit à un moment donné, parce que ça, c'est aussi le grand silence, où on n'a pas le droit de s'exprimer là-dessus, alors que c'est vraiment une question qui touche tout le monde. Et je dois dire qu'il touche y compris nos élèves qui ne comprennent pas ça. Hein, ils comprennent très bien qu'on les invite parfois à faire des minutes de silence pour des motifs tout à fait légitimes, mais que pour d'autres motifs, on n'en parle pas. Donc, ces éléments, être ferme sur, oui, nos droits, être ferme sur les valeurs qui sont les nôtres et qui sont finalement à leur rappeler par rapport à ceux qui les trahissent, parce que finalement, ceux qui trahissent ces valeurs sont bien souvent ceux qui nous gouvernent et ceux qui s'en réclament. Et je crois que ça a été dit aussi dans la première table ronde tout à l'heure. Et se pose la dernière question, c'est évidemment l'usage juridique, ça par contre. Donc comment résister? Alors ça, c'est une éternelle discussion. C'est est-ce qu'on se saisir du juridique? Parfois, on y est poussé, en quelque sorte, et effectivement, c'est nécessaire, tout en sachant que la bataille juridique, c'est de la judiciarisation, nous enferme dans des batailles individuelles, souvent longues, et que la vraie question, c'est de créer du collectif autour de ça. Parfois, c'est nécessaire. Hein. Nous, notre discours n'est pas de dire bah non, on va faire du collectif sans oublier cet aspect-là du tout, parce qu'il y a un moment donné, ce terrain-là devient le terrain sur lequel il y a une attaque qu'ils ont utilisée sur le plan administratif, et notamment quand il y a des suspensions et autres. Il faut évidemment s'en emparer, mais on sent toutes les limites de ça. C'est qu'il faut à un moment donné réussir à créer de la mobilisation et du collectif, parce que c'est ça aussi qui fera bouger les lignes, quoi. Y compris, il n'y a pas de bataille juridique qui est gagnée réellement sans qu'il y ait une mobilisation forte qui peut être organisée, parce que sinon on est faible face à la justice. Et les arguments ont beau être rationnels de notre part, nous on estime souvent dans les dossiers qu'on fait des arguments rationnels, mais la rationalité a des limites, en quelque sorte. Et le droit, on le sait tous, hein, a été construit historiquement aussi par des rapports de force, par des mobilisations, et c'est ça qu'on essaie de construire. C'est pas le plus simple. Merci beaucoup. On va applaudir. Avec cette première piste, je vous laisse la parole. Eric, si tu veux bien, on va faire un tour de parole. 3 questions. Alors, oui, alors, là aussi, Eric. Katz. Alors, vraiment court.
Hein, nous avons un gros quart d'heure, donc vraiment court, pour qu'on puisse chacun échanger autour de la thématique qui est résister à la répression. Bonjour. D'abord, vraiment un grand merci et je suis aussi avec beaucoup d'émotion dans l'écoute de vos luttes et votre courage. Donc, merci de ce partage et merci à l'organisation de cette association aussi. C'est vraiment essentiel. Et je voulais juste être très courte, mais apporter 3 ressources qui font le lien aussi avec la première table ronde. La première, c'est le collectif des associations citoyennes qui a lancé un appel le 1er juillet pour des soulèvements associatifs et qui est en train de les travailler en essayant de rallier différentes composantes des mondes associatifs pour les formaliser et les organiser. Et donc, hier, vous avez leur rentrée dans laquelle ils sont invités de nombreux acteurs des mondes associatifs pour réfléchir à comment faire en sorte que cet appel, là, ils ont aussi élaboré une cartographie des atteintes aux libertés associatives et ils sont en train de monter des cahiers de doléances, enfin, on ne peut pas appeler ça comme ça, mais des cahiers d'expression pour les associations. La deuxième ressource, c'est l'Observatoire des libertés associatives et qui vient de publier, avec Anthony Delphine et Julien Talpin, un ouvrage qui s'appelle L'étape entre les associations, anatomie d'un tournant autoritaire, qui vient juste de sortir le 17 septembre. Et la troisième ressource, c'est jeudi et vendredi prochain à l'IEP de Lille, à Sciences Po de Lille, un colloque de 2 jours, c'est la fin d'une ANR, donc c'est une ANR, et, sur les libertés associatives et les démocraties, l'État face à ses contre-pouvoirs. Donc, vous trouverez cette ressource, si vous allez sur le site du collectif des associations citoyennes, vous trouverez toutes ces 3 ressources-là indiquées. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Juste, ce n'est pas tant une question, et merci à tous pour vos luttes et vos interventions. C'était, William, en fait, la dernière chose que tu as dit, notamment sur la problématique, en fait, des recours judiciaires en ce qui ne s'agissait que de la défense individuelle et qu'on perdait peut-être un peu de vue le collectif. Et oui, c'est vrai que le droit, c'est un outil qui est dominant, en fait, mais qui peut quand même être subverti et que en fait, le recours judiciaire, il peut avoir vraiment un caractère collectif, surtout si on va jusqu'au bout du recours. Et du coup, ça peut avoir des incidences en réalité sur l'ensemble des institutions. Si on va par exemple dans l'ordre administratif jusqu'au Conseil d'État, en réalité, ça va être des décisions qui vont avoir un impact en fait sur le cadre juridique qui s'applique à tous et à toutes. Donc, je pense qu'il faut peut-être faire aussi de la pédagogie là-dessus et donc défendre un collègue ou une collègue attaquée. En fait, c'est bien parce qu'il faut être solidaire et je pense que c'est notre meilleure arme, mais aussi parce qu'en fait, on peut être concerné en fait par l'issue de ce litige. En fait. Merci. Troisième prise de parole. Alors, peut-être d'abord ceux qui n'ont pas pris la parole. Là. Ah oui, pardon, Christine. Oui, merci beaucoup à tous les 4 pour ces interventions magnifiques. Et je voudrais revenir en particulier sur le remerciement final adressé par Nora à la CALAP et dire à quel point, et ça a du sens, ce remerciement est plus que réciproque. Parce que, en fait, si l'on peut se sentir soutenu, effectivement, et sorti de la solitude par une réalité associative et par les solidarités qu'elle manifeste, il est vrai que les associations elles-mêmes dépendent pleinement de ce retour qui nous est fait, et en particulier pour Nora, ton rôle complètement essentiel au sein de la CALAP est plus qu'un retour sur cette nécessité où nous sommes réciproquement. En fait, en tant qu'association, la nécessité est précisément celle de l'action de tous. Et sans cela, l'association n'existe même pas. Et ce n'est pas seulement vrai pour la CALAP, c'est vrai pour n'importe quel type d'association, y compris syndicale. Donc c'est effectivement de ça qu'on se nourrit. Et il me semble que c'est ça, c'est cette espèce de... Enfin, une expression que j'emploie très souvent qui est un archipel de solidarité. C'est cet archipel de solidarité qui actuellement est en train de reconstruire littéralement une authentique, et j'emploie le terme avec 26 000 guillemets, identité nationale et internationale. Autrement dit, nous qui sommes les représentants de la véritable raison d'être, du véritable ADN des institutions qui nous combattent.
Et ça me renvoie à un entretien que j'avais eu avec Zlatina Slavsak, qui est en fait, une historienne originaire du Monténégro et qui était en exil. Et qui me disait, ah non, excuse-moi, tu te plantes. C'est pas moi qui suis en exil. C'est mon pays qui s'est exilé de moi-même. Moi, je suis la représentante de ce qui est fondamentalement mon pays, avec ce qui est effectivement l'ouverture d'esprit de cette Mitteleuropa à laquelle j'appartiens, et qui est en conflit flagrant avec la montée des nationalismes fascistes dans les territoires, effectivement, de l'ancienne Yougoslavie. Et je crois que nous devons avoir conscience que nous sommes les représentants de cette réalité-là, qui actuellement est peut-être en exil, d'une certaine manière, parce que ce sont nos institutions qui se sont exilées de leur propre origine et de leurs propres intentions, de leur propre raison d'être, c'est-à-dire de leur propre légitimité. Donc, bonjour. Alors moi je suis Marianne Schuller, membre de la CALAP depuis les premières heures et également co-secrétaire de Sud Éducation 59, donc co-secrétaire départemental. Alors d'abord j'ai une question pour Nora et puis une petite remarque pour Hélène. Approbation bien sûr. Alors la question pour Nora, tu as souligné à juste titre l'importance du collectif, d'agir ensemble, pour résister et être protégé. Enfin, je souscris tout à fait à ça. Mais dans ton témoignage, à aucun moment il n'a été question d'adhésion à un syndicat. Et donc, moi, ça m'interroge parce que c'est dans le syndicalisme, c'est même étymologiquement, c'est ça le syndicalisme, c'est agir ensemble, résister ensemble, connaître nos droits pour en gagner d'autres, d'abord pour les défendre, puis en gagner d'autres, et puis aussi obtenir des moyens qu'on évolue d'ailleurs aussi dans des coordinations comme la CALAP. Donc voilà, c'était une question, ça m'intéresserait de savoir quelle est ta position par rapport à ça. Et quant à Hélène, que tu as souligné l'importance de la réflexion à avoir sur les pédagogies, je souscris complètement à ça, les pédagogies émancipatrices. C'est vraiment, je crois que ça fait vraiment partie de notre autonomie d'enseignants et d'enseignantes, de les mettre en place, ces pédagogies émancipatrices, donc freinées ou autres. Et ça peut avoir vraiment une vraie conséquence de les mettre en place dans nos classes, parce qu'on change vraiment notre rapport avec les élèves, avec les étudiants et les étudiantes, avec les parents aussi. On change l'école, et c'est en changeant l'école qu'on change la société. Et donc, j'encourage tout le monde à suivre l'exemple d'Hélène. C'est super, c'est à son échelle d'essayer de faire ce qu'on peut. Et puis bravo à toutes les deux pour vos résistants, ceux qui étaient complètement légitimes. Je voulais juste une phrase. Je voulais demander, aucune référence n'a été faite aux défenseurs des droits. Ce qui me paraissait intéressant, alors que par exemple la question de la discrimination syndicale est directement, au-delà de la question individuelle, un problème qui peut être traité comme tel. Oui, tout à fait. Donc je vous laisse à répondre et puis après on fait un deuxième tour, ça vous va? Non, on n'a pas le temps. Est-ce qu'il restait une question? Il y avait quelqu'un? Non, il y avait quelqu'un qui n'a pas parlé, pardon. Oui, voilà, madame, elle lève la main depuis à peu près 40 minutes, bien avant. Donc, pardon, hein, c'est pas le beau rôle, mais voilà, c'est que tout le monde puisse s'exprimer aussi. C'est à la fois une question, mais il y a un témoignage aussi. Donc moi, je suis revenue de Nouvelle-Calédonie il y a 2 ans. Et je reprends un peu ce que les uns et les autres ont dit. Parmi nos collègues, il n'y a à la fois pas beaucoup de solidarité, comme Nadia l'a dit tout à l'heure. Il y a aussi, et c'est la collègue aussi qui dit, il y a aussi des collègues qui sont pour le système. Et en Nouvelle-Calédonie, je me rappelle quand même que c'est une des dernières colonies françaises. Donc, effectivement, il faut se lutter contre ce qui se passe en Palestine, mais aussi... et on a des collègues qui développent des pédagogies colonialistes en Nouvelle-Calédonie, en Kanaki, à défaut en particulier, et qui sont d'une violence extrême. Et si on vient dénoncer ça, alors c'est ce que je disais,
William tout à l'heure, il y a le fameux mythe de la devoir de réserve et du devoir d'exemplarité qui fait que si vous dénoncez les actes racistes de collègues à l'égard de... vous avez rompu le devoir de réserve. Et je trouve que lutter contre ce que le système produit sur nous très hiérarchiquement vient s'ajouter la résistance qu'on doit avoir au niveau horizontal. C'est-à-dire qu'il y a une double pression qui est faite sur nous, à la fois verticale et horizontale. Comment on fait pour organiser cette lutte-là, si ce n'est renforcer le syndicat par un accompagnement aussi qui permet de... Parce que sinon, c'est terrible. Enfin, moi, je l'ai vécu, mais c'est... moi, j'ai fait comme la collègue du 9-3. Là, après, on en prend son parti, on fait autre chose et on est en roue libre. Mais c'est cette double... Comment on fait pour résister sur cette double axe? Merci beaucoup pour ce témoignage. Alors, on me dit dans l'oreillette qu'il faut que nous soyons sortis dans 3 minutes. Donc, excusez-moi, je vais laisser 1 minute à chacun pour réagir et 20 secondes pour vous dire ensuite que nous pourrons continuer pendant le repas. Et peut-être, Sophie, tu nous disais bon. Non, je suis désolée, monsieur, mais là, il y aura l'après-midi. Il y a tout l'après-midi, hein, mais... Il ne reste que 50 secondes à chacun des... Rapidement, 1 minute pour dire que le défenseur des droits, non, nous, on ne l'a jamais saisi. C'est vrai, ça n'entre pas dans notre panoplie des outils. Voilà. Mais ça revient au fait tout simplement que, historiquement, dans notre culture syndicale, en tout cas la CGT, l'usage du droit, ou plutôt l'usage des procédures de saisie du tribunal et autres, finalement, elle est assez récente. Enfin, elle est assez récente, elle commence à être une vingtaine d'années peut-être, mais les plus anciens nous disent, non, nous, on déboulait à 40 au rectorat, on réglait ça comme ça, alors qu'aujourd'hui, maintenant, il y a des barrières, il y a des trucs, on ne rentre plus. Il y a ça aussi. Ouais. Autrefois, les anciens, ils nous racontaient le nombre de fois qu'ils avaient occupé le rectorat. Mais vraiment, ils s'étaient rentrés dans les bureaux, etc. C'est un truc, moi, j'ai jamais connu ça. Et je suis là depuis 20 ans. Et donc maintenant, on a commencé à faire des premiers dossiers. Maintenant, on commence à maîtriser le tribunal administratif. Mais il y a 20 ans, on a appris par nous-mêmes et on ne maîtrisait pas, quoi. Donc il y a un nouveau rapport au droit qui naît. Est-ce que c'est au détriment des luttes collectives? Peut-être que c'est aussi parce qu'on a été moins fort dans les luttes collectives, il faut le reconnaître, avec l'exemple que je donne et les possibilités. Donc peut-être marchons sur nos 2 jambes, continuons à développer le droit parce qu'on y est contraint, mais essayons de rebâtir du collectif très fort parce que c'est comme ça aussi qu'on gagnera vraiment. Par rapport aux défenseurs des droits, donc à Sud Éducation, au niveau de la fédération, on l'a saisi pour plusieurs situations, Kai, moi, mais aussi d'autres personnes. Ça n'a rien apporté du tout. La répression antisyndicale, ça n'a pas l'air d'intéresser le défenseur des droits. Ils n'apportent rien. Les défenseurs de droits, on a fait l'expérience pour d'autres collègues, ils n'apportent rien. Ils proposent, mais ils n'imposent pas. Voilà ce que dit Claire Hidon. Alors, pour terminer vraiment en 2 mots, donc pour répondre à ta question, j'ai été syndiquée pendant mon année de stage au SNESUP. Ils m'ont apporté aucun soutien. J'ai tapé à la porte de Sud Éducation, ça a été pareil. Et c'est la CGT de l'Université Côte d'Azur et de ma nouvelle université, l'Université de Bretagne occidentale, qui, eux, ont répondu à l'appel. Voilà pour ce qui est des syndicats. Voilà, je terminerai là-dessus. Merci beaucoup, merci à tous les trois. Je trouve qu'on peut les applaudir.